Bonjour à tous les deux. Bonjour Yves Tréhard avec nous. Oriane, comme tous les lundis, Yves, merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Françoise Degois est là. Bonjour Françoise. Salut. Éditorialiste politique. On va parler avec vous de Gabriel Attal qui multiplie les propositions sur le régalien et prend ses distances avec les Républicains. Y a-t-il un match Attal-Retailleau qui s'est lancé? Quelles conséquences sur le socle commun? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis on parlera de François Bayrou face aux colères, celle des taxis qui poursuivent leur mobilisation, celle des agriculteurs qui relancent aujourd'hui leur mouvement alors que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi du sénateur Duplon pour lever certaines contraintes. Alex, vous me direz qu'est ce texte? Effectivement, une proposition de loi venue de la droite sénatoriale qui vise à assouplir certaines normes écologiques qui s'imposent aux agriculteurs et certains syndicats comme la FNSEA craignent que ce texte soit détricoté à l'Assemblée. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage en région. La semaine dernière s'achevait l'opération 10 jours sans écran. Limiter les écrans, le village de Seine-Port en Seine-et-Marne le fait toute l'année. Les smartphones sont interdits dans certains lieux publics, dans les commerces, au parc et devant l'école. Et puis il y a 1 an et demi, les habitants ont voté par référendum pour adopter une charte à l'initiative du maire afin de limiter justement l'usage de ces écrans. On regarde ce reportage de Flora Sauvage. C'est un autocollant qui ne passe pas inaperçu. À Seine-Port, un village de la Seine-et-Marne, les habitants ont voté par référendum il y a un peu plus d'1 an pour limiter l'usage des écrans. Depuis, aux abords de l'école et dans les commerces, les autocollants ont fleuri, incitant les clients à ranger leur smartphone. Je suis à mon compte, j'ai souvent les rendez-vous à répondre, donc le téléphone, on l'a forcément. Mais je crois que c'était surtout pour déshabituer les enfants à être constamment avec le téléphone à la main. On est dans les villages, ici on se croise, donc c'est quand même plus sympa de se dire bonjour qu'être collé sur le téléphone H24 comme les générations d'aujourd'hui, quoi. Pour cet autre habitant, la mesure est utile, même s'il est parfois difficile de l'appliquer. J'essaye de faire attention, de ne pas le faire devant les écoles, devant les endroits un peu stratégiques, on va dire, mais c'est vrai que c'est difficile parce que ça fait quand même vraiment partie du quotidien, quoi, donc, Et avec ceci, monsieur Professeur d'équitation au centre équestre du village, cet habitant constate les effets du smartphone sur les enfants. Les gamins ils s'isolent vachement. On fait souvent des soirées, des événements où on voit les enfants être chacun sur leur téléphone et du coup pas avoir de conversation et pas avoir de fonctionnement ensemble. Et donc du coup, moi je suis un petit peu à cheval là-dessus. J'essaie de leur faire un peu la guerre et pour leur demander de faire d'autres choses que de passer du temps individuellement sur les écrans parce que je trouve que c'est un peu dommage. Pour lutter contre l'addiction des enfants aux écrans, la mairie de Seine-Port offre un téléphone à touche à tous les enfants de la commune dès l'entrée au collège. C'est un gros village, hein, notre commune. On a une école primaire avec une vingtaine d'enfants qui partent en 6e chaque année. Il y a environ 50% des familles qui jouent le jeu. Notre but, c'est d'aider les familles. C'est de dire voilà, que le papa et la maman puissent dire le maire a dit que c'était interdit. Voilà. Mais à la sortie de l'école, les avis sont partagés. Isabelle a une fille qui va bientôt entrer au collège. Je préfère qu'elle ait un smartphone avec elle parce que justement, elle va rentrer au collège et donc elle va prendre les transports en commun et je veux qu'elle soit joignable tout le temps et qu'elle puisse nous joindre aussi tout le temps. Et par contre, là, dans CM2, elle n'avait pas de smartphone du tout. Donc... Ce qui a changé, je trouve que, notamment à la sortie de l'école, les gens sont beaucoup moins sur leur portable et donc ça a créé des dialogues entre les parents. Enfin voilà, ça a mis une émulsion différente. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on fait attention devant l'école de ne pas forcément sortir son portable. Si le maire de Seine-Port n'a pas le pouvoir d'interdire les smartphones dans l'espace public, son initiative a néanmoins permis de faire réfléchir les habitants de sa commune à leur utilisation du portable dans leur vie quotidienne. Une démarche qui suscite le débat. Non, Yves et Françoise, est-ce que c'est une bonne initiative justement pour limiter les écrans, initiative prise par ce maire? Apparemment, si toute la population, enfin une grande partie de la population est d'accord, on ne voit pas l'inconvénient. Et puis on voit que c'est quand même dans un cadre assez accueillant, on ne sent pas la tension dans le... Donc c'est plutôt... Vous savez... Maintenant, il est interdit de fumer dans de nombreux endroits. On pensait, il y a 30 ans ou 40 ans, que ça ne serait jamais possible de rendre interdit à la cigarette ou au tabac certains endroits. C'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible avec le smartphone, c'est pareil.
Parce que finalement, c'est aussi... il y a une espèce d'addiction qui est aussi mécanique. Et c'est plutôt assez sain, je trouve, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais ça coupe et ça casse toute la vie sociale, je dirais, le portable, dans certaines circonstances. Quand... c'est toujours pareil, c'est toujours l'abus contre lequel il faut lutter. Alors pourquoi pas? Mais bon, puis, ça a l'air possible chez eux, c'est peut-être pas possible. Non, mais ça fait partie de ces initiatives locales. Hein. Là, on voit, c'est le maire qui a pris l'initiative, qui font réfléchir à l'échelle nationale. Moi, j'adore et je suis d'accord sur ce que dit Yves. Comment imaginer l'Italie, que je connais bien, évidemment, à Milan, on ne peut plus fumer dans la rue. C'est strictement interdit. C'était inimaginable. C'est même pas dans les cafés, etc. Vous ne pouvez plus. Vous allez à Tokyo, il y a des quartiers entiers où il est interdit de fumer dans la rue. Moi, je pense que moi, la belle première, j'ai pris des mesures vraiment de rétorsion dans mon environnement. On n'utilise plus le portable, par exemple, à table. C'est insupportable. Vous êtes en train de déjeuner, de dîner. Tout le monde est en train de pianoter. Dans le train, c'est pas possible. Tout le monde se croit obligé de vous faire partager en plus sa conversation. C'est-à-dire, tout est sur haut-parleur. Allô, ça va? Est-ce que la chaudière est réparée? Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais c'est non, mais c'est insupportable. C'est-à-dire, vous mangez avec des amis ou avec votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, tout de suite, il y a une urgence vraiment subito presto. Paf, sur WhatsApp, faut répondre. Stop la cavalerie. Donc, j'aime bien cette idée pour moi-même me départir. Parce que je suis la belle première aussi à le faire. Donc, l'idée que nous pouvons nous départir. Mais je ne serais pas gêné que dans les trains, ce soit interdiction de passer vos coups de fil avec les haut-parleurs. Et moi, je m'en fous de savoir que Charlotte parle à Marseille pour savoir qui sera invité à la fête samedi, quoi. Normalement, on n'a pas le droit dans les trains, hein, sauf dans les zones... C'est pas respecté, quoi. Mais dans les espaces, mais on n'a pas dit avec ou sans le haut-parleur. Ouais. Excusez-moi. Ça paraît logique. Non, mais ça vous paraît logique. Ouais. Vous avez pas... Moi, je connais la vie privée de l'ensemble des voisins du wagon. Franchement, sur un train Paris-Nice, pardonnez-moi de vous le dire, mais je sais à peu près... C'est long, Paris-Nice. Oui, c'est long. La petite dernière. Comment ça se passe avec le mari? Non, mais sérieux, c'est pas possible. Donc, non, mais je veux dire, au-delà de la blague, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant. Allez, on passe à l'actualité du jour. Et c'est une semaine sous le signe de la colère qui s'ouvre pour François Bayrou. Les taxis qui poursuivent leur mobilisation, les agriculteurs qui relancent la leur aujourd'hui. On voit ça avec Clémentine Louise. Plus d'une centaine de tracteurs sont en route vers la capitale. À l'appel de la FNSEA, les agriculteurs devraient rejoindre l'Assemblée nationale dans la journée. La raison de leur colère, les amendements contre la réintroduction des néonicotinoïdes prévus par la loi du plomb en cours d'examen. Une manifestation de plus alors que depuis la semaine dernière, les taxis klaxonnent contre la nouvelle tarification dans le transport sanitaire. La colère sociale gronde et le chef du gouvernement semble lâcher du lest. Alors que la porte-parole du gouvernement expliquait vendredi que le gouvernement ne ferait pas machine arrière face aux syndicats de taxi, François Bayrou s'est engagé à retravailler les mesures après une réunion avec les représentants du secteur samedi. Ce qui dénote, c'est effectivement, on a constaté un véritable changement de méthode. Le Premier ministre a établi un calendrier de travail. Il n'a mis aucun tabou, que ce soit pour la convention, c'est-à-dire qu'il a dit que tous les points bloquants pourront être repris. Un Premier ministre à l'épreuve d'une réforme qui prévoit 150 millions d'euros d'économies dans le secteur. Pris en tenaille entre des contraintes budgétaires et sociales, François Bayrou espère ménager la chèvre et le chou. Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il fallait faire des économies. Mais nous allons retravailler dans les semaines qui viennent le détail des décisions, des mesures et des orientations qu'il faut prendre. En attendant des mesures, les taxis poursuivront leur mobilisation à quelques rues des agriculteurs. À ce stade, aucune rencontre n'est prévue entre le gouvernement et la FNSEA. Le Premier ministre a-t-il aussi ouvert qu'avec les taxis? Le chef du gouvernement a assuré samedi qu'on ne pouvait pas aller de blocage en blocage. François Bayrou doit faire face à des colères qui s'agglutinent, je vais y arriver, Yves Tréhard, entre les taxis, maintenant les agriculteurs. Comment il peut faire face à ces colères? Ainsi va la fin du macronisme, c'est comme ça que j'ai... C'est votre édito ce matin. J'ai fait l'édito de ce matin. Ah oui, mais c'est... Bon, il n'a aucun pouvoir, il n'a pas de levier possible... en a-t-il la volonté? Je ne sais pas. C'est terrible, mais sans majorité à l'Assemblée nationale, avec un déficit budgétaire, enfin une dette des finances publiques qui est colossale. Il n'a pas de marge de manœuvre, sauf à lâcher. Et c'est ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse avec les taxis.
Avec les agriculteurs, c'est un peu différent, parce que les agriculteurs, c'est vraiment les deux sujets d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas de même nature, mais c'est quand même, on est dans une transition. Sur les taxis, c'est quoi? On dit, voilà, on veut favoriser l'hôpital de jour, donc qui dit favoriser l'hôpital de jour dit plus de transport en taxi, nécessairement. Mais est-ce que ce moyen-là et ces tarifs-là sont les bons, alors qu'ils s'apparentent, d'après moi, à une espèce de rente? Est-ce que cette rente, d'une certaine façon, et est-ce qu'il vous faut pratiquer les mêmes tarifs à Paris et en Savoie? Sans doute pas. Donc vous voyez, il y a ça. Pour les agriculteurs, c'est un problème de transition aussi, puisqu'il y a énormément de dispositions donc, qui ont été mises de côté pour éviter des contraintes trop fortes pour les agriculteurs. Et puis, certaines de ces dispositions qui ont été écartées, semble-t-il, sont quand même assez contradictoires avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec la préservation de l'environnement. Donc voilà, c'est toutes les questions de notre civilisation, j'ai envie de dire, de notre époque, qui est une époque de transition très compliquée, avec des corporations, et c'est pas négatif, c'est pas péjoratif ce que je dis, qui les vivent mal, c'est normal. Oui. Vous savez, François Bayrou, il illustre parfaitement Henri Queuille. Hein, et il n'existe pas de problème qu'une absence de solution ne puisse parvenir à résoudre. Il en est là, hein, parce que d'abord par tempérament. C'est-à-dire que François Bayrou, par tempérament, c'est quelqu'un qui étire le temps, qui prend le temps d'une négociation. Enfin, tout ça, ce sont des mots creux. Anne Masserin ne voit-tu rien venir? Et effectivement, on ne voit rien venir. Et puis, on peut s'épuiser à guetter longtemps depuis la tour. Ça, déjà, par tempérament, Bayrou est comme cela. Et il laisse les choses décanté. François Hollande, un autre, dirait, un peu dans cette nature-là, dirait il faut laisser dégorger les escargots. C'est ce que fait François Bayrou. Et quand c'est trop, eh bien, il reçoit. Sur les taxis, je suis tout à fait d'accord avec Yves, il faut faire de la dentelle. Après, sur les agriculteurs, la proposition du plomb, qui a du plomb dans l'aile, pardonnez-moi, j'ai pas pu m'empêcher, personne ne l'a... tout le monde y a pensé. Je te l'avais laissé. Merci beaucoup. Non, mais je veux dire par là que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Le sujet, moi, je comprends très bien qu'une partie des agriculteurs disent ça n'est pas possible de rogner sur les normes environnementales. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voyez l'état de la biodiversité? Est-ce que vous voyez l'état du réchauffement climatique? Est-ce que vous voyez l'état général de cette planète? C'est véritablement effrayant. Donc, je pense que Bayrou, il va... jusqu'au bout où il peut aller, il calme, il éteint, il édredonne. Enfin, ça, c'est la stratégie de Bayrou. On édredonne en essayant de passer jusqu'à la fin de la session parlementaire, arriver à sauver Matignon jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il y aura une session extraordinaire, peut-être. Normalement, oui. A priori, au moins 2 semaines. Voilà, ok, très bien. Et essayer d'arriver jusqu'en septembre pour passer sa loi sur la proportionnelle. Et après... Voilà. Alors, je pense qu'il gagne du temps, Bayrou. Et c'est très ennuyeux, parce que je pourrais reprendre le titre de l'édito de Yves. Ainsi va la fin du macronisme. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut imaginer qu'on va durer 2 ans comme ça. C'est pas possible. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il y a le fait que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter à la présidentielle. Donc, on voit déjà, il y a la course à l'échalote là, pour la présidentielle, ou chez tout le monde. Et puis, il y a un autre sujet, alors là, qui est beaucoup plus, c'est qu'on l'oublie un peu, mais il va y avoir bientôt la fin du conclave. Comment ça va se terminer, cette histoire? Ça se termine par une censure. Parce que, là, il est question des retraites. On sait combien le sujet est sensible. Sur les retraites, pour le coup, il y a un front commun entre le Rassemblement National, l'ensemble, quasiment l'ensemble de la gauche. Donc, ça va être compliqué pour lui. C'est sa dernière pour moi, la haie la plus importante. Avant le budget, c'est la dernière haie. C'est bien sûr. Donc la question, c'est est-ce qu'il est suffisamment retors pour donner ses conclusions après la session extraordinaire? Il est là le sujet. Il passe l'été ou pas. Si de toute façon il ne revient pas devant le Parlement, tout le monde est très clair. Les 66 députés socialistes voteront la censure. Donc il tombera avant juillet. Et il le sait. Et de toute façon, nous savons tous que Sébastien Lecornu se prépare tous les jours et commence déjà ses consultations tous les jours. Donc voilà. Pour Matignon. Donne une info. Pour Matignon. Pour Matignon, pas pour l'Élysée. Ça, c'est une info. On va revenir à ce qui fait la raison aujourd'hui de la colère des agriculteurs. Vous le disiez, hein, François, c'est cette loi du plomb. Alex, pour qu'on comprenne bien,
Qu'est-ce que c'est cette loi du plomb? Alors, c'est une proposition de loi qui a déjà été adoptée par le Sénat en janvier dernier. Son auteur est le sénateur Les Républicains Laurent Duplomb. Et ce texte vise notamment à assouplir certaines normes écologiques qui s'imposent aux agriculteurs. Et donc, ce texte répond aux demandes de certains syndicats agricoles comme la FNSEA, la Coordination rurale. En revanche, il est très critiqué par le syndicat de la Confédération paysanne avec une mesure très polémique, la possibilité de réintroduire sur le marché à titre dérogatoire un pesticide qui est nocif pour les abeilles et autres pollinisateurs, l'acétamipride, une substance interdite en France depuis 7 ans, mais certaines filières agricoles comme le secteur de la betterave et de la noisette ne peuvent pas s'en passer et elles jouent leur survie. On va écouter le rapporteur du texte à l'Assemblée, le député Les Républicains Julien Dive, sur cet article 2 du texte et sur l'acétamipride. Il permet seulement, dans des conditions bien précises et avec un usage déterminé, de déroger à cette interdiction uniquement pour des substances approuvées au niveau européen. L'acétamipride. Si cette substance demeure autorisée au niveau européen jusqu'en 2033, c'est d'ailleurs pour des raisons identifiées par les scientifiques comme moins risquée, moins rémanente, avec une durée de vie dans l'air qui est beaucoup plus courte que sur l'ensemble des autres néonicotinoïdes. Voilà, alors avant l'examen dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale de ce texte, eh bien, en commission, les députés ont voté cette mesure de réintroduction de ce pesticide néonicotinoïde. Ils ont aussi facilité l'agrandissement des élevages qui pourront se passer dans certains cas d'autorisation environnementale. En revanche, en commission, certaines mesures de cette proposition de loi Duplomb ont été détricotées sous l'impulsion de la gauche et des écologistes. Les députés se sont par exemple opposés à un encadrement strict des missions de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, un encadrement demandé par la droite. Les députés ont également interdit pendant 10 ans la création de nouvelles méga-bassines, alors que cette proposition de loi Duplomb va dans le sens inverse. Elle favorise les procédés de stockage de l'eau, et donc ce moratoire de 10 ans ne plaît pas aux agriculteurs. Et puis, globalement, on va dire que le débat s'annonce très rude dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale entre la droite et la gauche qui a déposé 3500 amendements pour modifier le texte, mais aussi pour enliser les débats. C'est ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire, mais les insoumis s'en défendent. Pourquoi vous dites que vous avez choisi l'obstruction? Parce que vous avez déposé, je vais retrouver le chiffre, mais 3000... Plus de 3000. Vous savez qu'on vient de terminer à l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie. Vous savez qu'il y avait 3000 amendements. Et pourtant, on est allé au bout de l'examen de ces amendements. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit cette fois de pouvoir discuter des amendements que nous avons faits? Parce qu'on considère que cette proposition de loi, c'est une proposition de loi extrêmement dangereuse. Elle va se traduire par réautoriser un certain nombre de pesticides qui sont dangereux, notamment ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les pesticides tueurs d'abeilles. Alors pour éviter d'examiner ces milliers d'amendements venus de la gauche, il y a une petite bataille tactique à l'Assemblée nationale et la droite a déposé ce qu'on appelle une motion de rejet du texte dès le début de l'examen de cette proposition de loi. Et si cette motion est adoptée par les députés, eh bien le texte est rejeté immédiatement. Pas de débat à l'Assemblée nationale et c'est la version votée par le Sénat et sa majorité de droite qui va faire l'objet d'une négociation entre députés et sénateurs. Et donc c'est la version d'un texte qui va aller dans le sens du syndicat agricole, la FNSEA. C'est absolument lamentable ce qui est en train de se passer. Et là, je ne peux pas soupçonner d'être complice de Manuel Bompard, mais il a tout à fait raison. C'est dramatique ce qui se passe avec cette proposition de loi. On réintroduit des pesticides. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? L'argument de dire tous les autres pays le font, on s'en fout. Tous les autres pays vont passer la retraite à 70, à 75 ans. On n'est pas obligé d'aller vers le moins 10 ans. Non, mais quand je dis l'argument de tous les autres le font est un argument bidon. On n'est pas obligé... Les agriculteurs, ils disent du coup, ça crée une concurrence déloyale. Écoutez, ils disent ce qu'ils veulent, on est d'accord. Les principales victimes des pesticides, ce sont eux, les agriculteurs. Ce sont eux qui s'empoisonnent depuis des années. Le nombre de cancers, on ne va pas recommencer sur ce laïus que nous connaissons tous. Donc, on réintroduit les pesticides. Les méga-bassines, moi je veux bien, les méga-bassines, c'est très partagé. Mais la réalité, c'est que c'est injuste au niveau du partage de l'eau. Les méga-bassines, c'est comme les méga-fermes, c'est comme les méga-agriculteurs. C'est pas la peine de dire qu'il y a une agriculture en France. Il y en a 10, il y en a 15. Il n'y a aucune commune mesure entre un céréalier, si vous voulez, de la plaine de la Bosse, un betteravier et un agriculteur de montagne dans les Hautes-Pyrénées chez moi. Donc, il faut cesser les méga-bassines sur le principe, oui, retenons de l'eau, on sait très bien ce que ça veut dire pour l'environnement, donc moi je ne suis pas d'accord. Mais ok, allons-y. Mais la réalité,
c'est comment vous le faites, le partage. Nous sommes dans un moment crucial d'épuisement des ressources, d'épuisement des organismes, d'épuisement de la terre et d'épuisement de la principale ressource on va tous pleurer. C'est l'eau. Tout le monde regarde ailleurs. Mais le jour où ça va nous arriver, les restrictions d'eau, beaucoup de nos amis des territoires d'outre-mer les connaissent. Mais nous, ok ? Donc, ce texte ne peut pas, par un artifice de motion de rejet, ne pas être discuté et débattu. Ça n'est pas possible. Oui, alors moi je suis un peu moins radical, évidemment, parce que je pense qu'en France, on est toujours mieux disant sur le front, justement, de l'écologie, et parfois ça vire à l'écologisme. Et ça handicape considérablement notre économie, notamment notre agriculture, par rapport à la concurrence. Donc moi, je suis plutôt pour que nos agriculteurs s'en sortent bien vis-à-vis de la concurrence. Et je pense qu'il y a sans doute des compromis à avoir. Alors c'est vrai que ça, c'est un procédé législatif, mais qui... après tout, n'est pas antidémocratique, hein, il existe. Hein. Et on va voir ce qu'en dit Marc Fesneau de ce procédé. On va voir ce qu'ancien ministre de l'Agriculture. Ancien ministre de l'Agriculture et président du groupe Modem à l'Assemblée, le parti de François Bayrou. Bon, il ne m'appartient pas de commenter les actions syndicales. Il n'appartient pas... Attendez. Il n'appartient pas non plus aux acteurs syndicaux de déterminer les conditions d'un débat parlementaire. C'est la liberté parlementaire que de déposer des amendements. Il y a eu 3500 amendements de déposés, 1000 articles additionnels, je parle bien d'articles additionnels. Là, pour le coup, c'est pas sérieux. Mais c'est à nous d'organiser les débats et à nous de discuter entre personnes adultes, si je peux dire, à l'Assemblée nationale, mais sous la pression de personne, pas plus des syndicats que d'autres. Voilà, c'est pas aux syndicats agricoles de faire pression sur le Parlement. Oui, mais ça, c'est de bonne guerre. Je veux dire, il y a les syndicats agricoles, d'ailleurs, qui ne sont pas d'accord entre eux, puisque... Il y a comme d'habitude des syndicats agricoles, et c'est le cas de la FNSEA, qui sont pour une espèce de productivisme raisonné quand même, et puis d'autres qui sont hostiles à ça. Donc que l'Assemblée nationale et le Parlement en général légifèrent sous la pression de groupes de pression. Bah, évidemment. Alors là, je vais vous dire, c'est un truisme, enfin c'est l'histoire de la démocratie. Hein. Oui, alors par contre, c'est une réponse de Normand. J'ai toujours pas compris, Marc Fesneau, s'il est d'accord ou pas sur la motion de rejet. Oui. Donc ça, c'est typique du Modem. C'est-à-dire que... Non mais sérieusement, est-ce que vous entendez une réponse claire à une question claire? D'accord, c'est ma question, c'est ma réponse, d'accord. Il y a rien. Donc est-ce que sur le principe de la motion de rejet, que va faire le groupe Modem? Est-ce qu'il va voter la motion de rejet? C'est un vrai sujet. Et on va voir, parce que ça pourrait être un des sujets qui divise un peu plus le socle commun. Et on va voir ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Gabriel Attal qui regrette que son parti ne se soit jamais emparé de sujets sur le régalien. Alors, il aligne les propositions, il prend ses distances avec les Républicains en actant de profondes différences. On va ça avec Jonathan Dupriez. Et on va voir ça dans quelques instants, ou pas. On l'a entendu, on l'a vu. Oui. C'est Gabriel. C'est bon? On va l'écouter alors, le sujet de Jonathan Dupriez. Pas de France apaisée sans République ferme. C'est en ces termes très offensifs que Gabriel Attal a tenté dans les colonnes du Parisien hier de reprendre la main sur les sujets régaliens. Une semaine après l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, l'ancien Premier ministre réfute pourtant faire la course derrière ce potentiel rival pour 2027, soulignant de profondes différences avec LR. LR n'est plus un parti pro-européen. Nous voulons faire progresser les droits des Françaises et des Français, là où avec Bruno Retailleau, LR a choisi la ligne qui s'oppose à la constitutionnalisation de l'IVG, vote contre l'interdiction des thérapies de conversion pour les homosexuels et rejette toute évolution sur la fin de vie. Dans le détail des mesures, Gabriel Attal donne un coup de barre à droite. Il propose de renforcer les polices municipales, se prononce en faveur d'une prison de haute sécurité en Guyane. Il envisage aussi d'instaurer des quotas migratoires votés au Parlement. Mais sa proposition choc entend interdire le voile aux mineurs de moins de 15 ans. De quoi faire bondir les insoumis. Vous allez envoyer des policiers dans la rue pour aller contrôler la carte d'identité d'une personne qui porte le voile pour savoir si elle a 14 ans et 11 mois ou 15 ans et 1 mois. Franchement, c'est pas raisonnable. Il faut arrêter. Il faut se ressaisir. Concurrencé sur ses thèmes de prédilection, le RN tente aussi de décrédibiliser les propositions de son adversaire macroniste. On n'est pas dupe. C'est un numéro que fait Gabriel Attal, le même qui nous insultait lorsqu'on demandait le bannissement du voile dans la sphère publique. S'il poursuit une trajectoire de fermeté, les propositions de Gabriel Attal ont choqué une partie du camp macroniste qui accuse son patron de surenchère.
Sur l'interdiction du port du voile, Elisabeth Borne n'a pas caché sa circonspection. Je le dis, à titre personnel, j'ai les plus grands doutes sur la constitutionnalité de cette mesure. Puis ensuite, il y a une question d'applicabilité. Face au RN et à la dynamique croissante de Bruno Retailleau chez LR, les ténors du bloc central, Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, semblent faire la course derrière la droite pour se trouver un champion en vue de 2027. La rupture, elle est de plus en plus franche entre les LR et le camp macroniste, Yves. Oui, ben, elle va se prononcer de plus en plus, elle va s'affirmer de plus en plus, parce que plus on va se rapprocher du but, plus ils vont essayer de se distinguer, de se différencier. Simplement, ce que fait Retailleau et ce que dit Retailleau est assez conforme à ce qu'il est, à son corps doctrinal, je dirais, alors que les autres, il y a beaucoup d'opportunisme. J'ai l'impression que il y a des coups de barre quand même qui sont assez flagrants. Et vous savez, c'est là où les électeurs ne se trompent pas. Ils vont toujours vers le plus honnête, au sens à celui qui paraît le plus conforme aux idées qu'il avance. Donc on va assister, c'est ça le problème aussi, c'est un des travers de la fin du macronisme, puisque comme Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, eh bien il va y avoir une course à l'échalote qui malheureusement est assez dommageable, parce que c'est la course à la démagogie, en fait, beaucoup. Oui, moi je suis un peu atterré par Gabriel Attal. Vraiment, Gabriel Attal, c'est affligeant en réalité. Je pense qu'il a perdu la boussole. Je pense j'ai l'impression qu'il avance par compulsion et par sondage. Donc là, il voit l'astre Retailleau monter. Gardons-nous, hein. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que vous êtes élu par 80 000 militants LR que vous avez gagné la présidentielle. Donc il faut aussi que les LR redescendent un peu, parce que tout ça est assez fragile. Mais Gabriel Attal fonctionne par compulsion. C'est le même qui, en juillet, je l'applaudissais l'an dernier quand il disait « on fait front aux Républicains » et qui est en train de doubler quasiment Marine Le Pen sur l'extrême droite, avec son histoire de voile qui est complètement dingo. Enfin, c'est complètement fou. Donc, ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Après, sur les questions d'autorité, Gabriel Attal, même quand il était Premier ministre, il était quand même sur cette ligne. Mais oui, mais les questions d'autorité, Manuel Valls, c'était sur les questions d'autorité, Bernard Cazeneuve aussi, c'est le grand machin, l'autorité, le régalien. Mais arrêtez, les gens savent. Faites un micro-trottoir dans la rue, dites, c'est quoi le régalien ? Il parle avec des mots, personne ne capte. En fait, c'est la présidentielle, c'est Yves qui disait ça tout à l'heure, qui pourrit tout. Et vous allez avoir, en 2027, 2 primaires pour le prix d'une. À gauche, vous allez avoir une primaire entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat unique de gauche. Le premier tour de la présidentielle va servir de primaire gigantesque. Ça a toujours été le cas. Et je suis d'accord, mais sauf qu'à droite... La présidentielle version de Gaulle. Ok, c'est l'esprit de la présidentielle, mais depuis longtemps, en fait, ça n'est pas à ce point. Et à droite, vous croyez qu'ils vont tirer à la courte paille ? Qui va se départager ? Vous pensez que Édouard Philippe, ils vont se réunir en conclave, ils vont dire « Oh, mais finalement, c'est toi qui vas, non, c'est moi ». Donc, on se promet, si vous voulez, on se promet vraiment des heures assez délirantes, une espèce de concours Lépine de celui qui va aller le plus à droite, avec finalement un Rassemblement national qui restera fidèle à sa ligne. Et c'est tant mieux parce que ça laisse une toute petite chance à la gauche. Voilà. Oui, alors, non, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours eu, le premier tour de la présidentielle a toujours été considéré comme une primaire. Et c'est vrai que, par exemple, pendant des années et des années, il y a toujours eu un candidat UDF et un candidat RPR. Naguère, j'entends. Sauf que là, c'est plus possible, si vous voulez, c'est plus possible s'ils veulent gagner, parce qu'il y a 2 extrêmes qui sont très puissants, ce qui n'était pas le cas naguère. Le Parti communiste n'était pas au niveau et le Rassemblement national était balbutiant. Donc aujourd'hui, c'est plus tout à fait je dirais, le même paysage politique. Moi, je pense qu'à gauche, il n'y aura même pas de match. Je pense que le match est plié. Je le pense vraiment. En faveur de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bien sûr. Je ne crois pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait une personnalité qui puisse le concurrencer ou le challenger. En revanche, effectivement, au centre et à droite, il va y avoir peut-être un match, parce que c'est pas sûr. Quand on voit la progression fulgurante de Bruno Retailleau, on peut se poser des questions. Mais il y aura aussi le Rassemblement national qui sera là d'une certaine façon. D'une façon ou d'une autre. Allez, on reparle de tout ça dans 15 jours. Avec vous, mais en attendant... Avec l'arrivée sur la 8. Sur la 8. Allez, sur le canal 8 de la TNT. Allez, en attendant, on regarde ce qu'elle est une de la presse régionale.
Alex, c'est la colère agricole qui fait la une de la presse régionale. Oui, les agriculteurs qui montent une nouvelle fois à Paris pour manifester. Ils iront à l'Assemblée nationale, l'Assemblée où est débattue à partir d'aujourd'hui la proposition de loi du sénateur Les Républicains Laurent Duplon, un texte soutenu par certains syndicats agricoles comme la FNSEA. Il vise à autoriser en France un pesticide néonicotinoïde jusque-là interdit dans l'Hexagone, à favoriser la création de méga-bassines pour stocker l'eau et à limiter les normes environnementales. Les agriculteurs craignent que ce texte soit vidé de sa substance lors du débat à l'Assemblée. Autre motif de colère dans les territoires, ce sont les ZFE. Oui, ZFE pour zones à faible émission, des zones dans les centres des métropoles françaises où seront progressivement interdits de circuler les véhicules les plus polluants. C'est une mesure de la loi climat de 2021, mais face aux critiques qu'elle suscite, car elles excluent des villes une partie de la population, eh bien, les députés en mars dernier ont supprimé ce dispositif ZFE, mais le gouvernement y tient. Il veut le rétablir. Cependant, il va rendre ces zones à faible émission facultatives pour les villes concernées. Ce sera à la liberté des maires, facultatif, sauf dans 2 villes en France, Paris et Lyon, où ces ZFE resteront obligatoires. En Saône-et-Loire, c'est la droite qui remporte un siège de député face au RN. Oui, il y avait une élection législative partielle en Saône-et-Loire. Le second tour, c'était hier, et c'est le candidat de la droite et du centre, Sébastien Martin, qui l'a emporté face au député RN sortant Arnaud Sanvert, dont l'élection avait été invalidée l'an dernier. Le député RN était pourtant arrivé en tête au premier tour, mais le candidat de la droite a bénéficié d'un barrage républicain grâce au vote des électeurs de gauche, et il s'impose nettement avec 58% des voix. Cela fait donc un siège de député en moins pour le groupe RN de Marine Le Pen à l'Assemblée, et en plus pour le groupe LR de Laurent Wauquiez. Allez, on finit. Tout le monde oublie, hein, mais ça encore, c'est la piqûre de rappel. Quoi qu'il advienne, la gauche fait toujours barrage républicain, quelle que soit la vaisselle qu'elle se casse au visage. On finit par du sport, mais pas du foot. Et oui, puisque c'était la liesse hier à Bordeaux pour le retour dans la capitale girondine des joueurs de rugby de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a été sacrée championne d'Europe ce week-end après sa victoire contre les Anglais de Northampton. Fiers de nos champions, titre Sud-Ouest, les joueurs de l'UBB ont été accueillis en héros par 40 000 supporters à Bordeaux. Bordeaux qui n'avait pas connu une pareille fête pour un club local depuis 16 ans, et le titre de champion de France de football. Autre ambiance à Monaco. En revanche, après la défaite de l'équipe de basket monégasque en finale de l'Euroleague, la Coupe d'Europe de basket, 80-70 devant les Turcs de Fenerbahçe. Le rêve brisé, titre le journal Monaco Matin. Merci Alex. L'UBB magnifique. Magnifique. C'est la moitié de l'équipe de France en même temps. Oui, c'est vrai. Ils sont sublimes. Merci beaucoup Françoise. Merci. La une du Figaro, on en a parlé. Taxi, agriculteur, budget. François Bayrou face au spectre du blocage. Merci à tous les deux. Merci les amis. À dans 15 jours sur le canal 8 sur de la TNT. 8. Et voilà. Nous on se retrouve demain. Très bonne journée, à demain.